Aloha, Jeanne. Bonjour aussi. Merci à toi déjà pour ton temps et de m'accueillir chez toi pour ce road trip. Avec grand plaisir. C'est super génial que tu aies accepté et on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. J'ai super hâte. Donc la première question à laquelle je pense, faut savoir que j'ai rien préparé. J'y vais vraiment au feeling. Donc la toute première question, ce serait qui es-tu? Toi, Jeanne Auteur. Qui suis-je? C'est une bonne question. Je sais même pas si je suis capable de répondre à cette question. Bon, question d'après. Ça me laisser le temps de moi chercher notre question. Qui suis-je? Eh ben, on peut dire que je suis quelqu'un qui est né en 1984. Ça, au moins, déjà, c'est factuel. Tout à fait. Dans la Manche. Pas très loin du Mont-Saint-Michel. Et j'ai toujours adoré rêver, mais vraiment, je crois qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'un peu rêveur. C'est vrai, la tête dans la lune. C'est ça. J'étais du genre à regarder par la fenêtre à l'école, bon, tout en suivant d'une autre oreille, mais voilà. Et je crois que je me suis beaucoup laissé guider par mon imagination depuis toujours. Du coup, tu as lu très tôt, j'imagine. Ouais, j'ai commencé à lire, j'avais 4 ou 5 ans. En fait, je me suis mise à lire parce que j'ai compris le système, parce que ma maman me lisait énormément d'histoires, en fait. D'accord. Et elle me lisait énormément d'histoires et je devais réclamer quand même assez souvent les mêmes, hein, genre Souris chérie, je crois qu'elle l'a lu un certain nombre de fois. Et Hibou blanc et Souris bleue aussi, magnifique livre de Jean Joubert. Et donc, je pense que comme je les connaissais par cœur, j'ai compris peu à peu. Et puis en posant 2-3 questions à ma maman qui m'a répondu, bah voilà. C'était bon. T'as vite assimilé la lecture et du coup tu t'es lancée après toute seule. Et après je me suis lancée toute seule. Les premiers livres que j'ai lus c'était les livres de lecture de ma maman parce qu'elle était enseignante en CP et elle lisait avec Bigoudi et compagnie à l'époque. D'accord. Donc c'est un vieux manuel de lecture. Et donc je lui piquais ses Bigoudi et compagnie et je lisais sous son bureau pendant lequel elle corrigeait ses cahiers. Et puis après je suis passée à Oui Oui. Ah, le fameux. Le fameux Oui Oui. Donc ça c'était mes premiers romans, c'était des Oui Oui. Et en fait, j'ai pas arrêté de lire après. J'ai énormément lu. Je lisais en moyenne 3 livres par semaine. Et ce qui est énorme, en fait. Ce qui est énorme. Je pense que le budget de mes parents... Tu l'es ruiné en livres. Oui. Parce que ma maman aimait pas trop emprunter en médiathèque. Et donc, on achetait beaucoup de livres. Et puis, bon, il y avait déjà pas mal de livres à la maison. Je suis la petite dernière. Mais du coup, une fois que j'ai écumé un peu ce qu'il y avait dans les placards, voilà... Et ouais, ma maman m'achetait entre 2 et 3 livres par semaine. J'ose même pas imaginer le budget que ça représente. Et je suis tombée dans la fantaisie, j'avais 12 ans. D'accord. Ouais. Par quelle œuvre, du coup? Mon premier livre de fantaisie, c'était un livre de Mercedes Laquet. Ok, ça me parle. Ça te parle pas? Non. Donc c'est la série Les Héros de Valdemar. Alors c'est pas héros en cape et en slip, c'est héros héraldique. D'accord. Et c'est de la fantaisie un peu typée moyenâgeuse, enfin assez classique. Un peu médiévale, ouais, voilà. Et puis avec une histoire de lien entre des êtres qui ressemblent à des chevaux et des héros, donc, qui sont au service de la royauté. D'accord. Et qui ont des pouvoirs... soit des pouvoirs magiques, soit des pouvoirs de type télépathie, empathie, des choses comme ça. Ah, sympa. Et alors, j'ai adoré ce livre. C'était le 3e tome d'une série. Hein, donc t'as commencé par le 3e. Voilà. Mais pourquoi pas? Écoute, il y avait un cheval sur la couverture, ça m'avait attirée. Voilà. Et puis, après, j'ai pas arrêté. En fait, la fantaisie, ça a bercé toute mon adolescence. J'ai lu énormément de fantaisie. Et voilà. Je suis donc lectrice avant tout. Et qui suis-je d'autre alors? Oui. Parce que c'est vrai que c'était ça la question quand même. Et oui. Tout est parti de la lecture, mais du coup, à un moment donné, t'es bien arrivée sur l'écriture. Ouais, alors l'écriture. Comment es-tu arrivée là? Mes toutes premières œuvres d'écriture étaient absolument magnifiques. Oui, toi aussi. Oui, je devais avoir 6-7 ans et j'avais un beau cahier vert et je découpais des photos dans le Ouest France, donc c'est un journal du coin. Oui. Et j'écrivais des articles en lien avec ce que j'imaginais des photos. Voilà. En mode apprenti journaliste. C'est ça, exactement. Donc ça, c'était mes premières expériences. C'était absolument magnifique. Hein. Voilà. Après, en CE2, j'ai voulu créer un journal avec mes copains de classe. Et donc, tenez-vous bien, quel était le titre du journal? Vas-y. Lama. C'est vrai? Oui, parce que ça voulait dire les animaux, mes amis.
Oh, bien vu. Donc le lama était déjà là dans ma vie à cette période. Voilà. C'était un signe. Donc je sais pas si on a fait beaucoup de numéros, mais en tout cas voilà, j'avais créé un journal. Bon, je sais pas si mes copains étaient si enthousiastes que ça au final, mais voilà. Donc c'était sur les animaux. Et puis après, en fait, ce qui m'a vraiment lancée dans l'imaginaire, c'est quand j'étais en CM2. J'avais un enseignant qui était vraiment très chouette. Enfin, il nous proposait des ateliers d'écriture, en fait, qui étaient super. J'adorais, en fait. Souvent, c'était des ateliers d'écriture où on avait un début ou une fin d'écrite. Oh, il fallait qu'on complète, en fait, en écrivant ou le début ou la fin. C'est très chouette. Et voilà. Et en fait, ce qu'il proposait à chaque fois, c'était des choses où il y avait une grande porte ouverte pour l'imaginaire. Et en fait, je peux vraiment tout imaginer. Ouais. Et je me suis engouffrée dedans, j'ai adoré. Et c'est là où j'ai commencé à écrire de l'imaginaire. Et donc, c'était avant que je me mette à lire de la fantaisie, finalement. D'accord. Ah oui. Et j'ai adoré, vraiment. Enfin, je pense que c'est en grande partie grâce à lui, quand même. Que... Finalement, ça a été un peu comme un mentor. Il t'a propulsé vers l'écriture. C'est ça, parce qu'en fait, je crois que c'est la première fois qu'on m'a laissé la porte ouverte à vraiment l'imaginaire à ce point-là. Et ça m'a vraiment branchée à fond. Et je pense que le deuxième petit truc, enfin deux autres petites choses qui m'ont amenée à l'écriture, ma maman avait une meilleure amie épistolaire en fait, qui était autrice. Donc c'était Geneviève Bon, elle s'appelait parce qu'elle est décédée depuis. Et elle a écrit notamment un livre qui doit s'appeler La traversée du désert en roman, et puis elle écrivait beaucoup de poèmes. Et c'était une grosse amitié en fait entre ma maman et cette personne. C'est une amitié qui est née sur un malentendu, parce que ma maman croyait que c'était une amie d'enfance à elle qui avait le même nom. Elle a lu un de ses livres et elle lui a envoyé un message en lui disant hey, je suis un tel, voilà. En fait, non, pas du tout. Mais finalement, l'amitié s'est fait. C'est ça, et ils échangeaient des livres. Ouais. Et je pense que ça m'a donné une image du métier d'autrice, de quelque chose, de cette amitié qu'il y avait entre ma maman et cette femme, et ça a beaucoup joué, je pense. Et la dernière chose, un peu plus... amusante, même si sur le coup ça m'a pas fait rire du tout. Dis-nous tout. Du coup, je lisais beaucoup, j'écrivais déjà depuis un petit moment, j'étais en 5e, j'avais une prof de français que je détestais, qui me détestait. On a toujours tous et toutes eu une prof ou un prof de français horrible. C'est ça. Et par contre, j'adorais toujours autant les ateliers d'écriture. Enfin, comment on appelait ça? C'était pas des ateliers d'écriture qu'on appelait ça à l'époque, c'était des sujets de rédaction en gros. Hein. Oui, oui. Et en gros, là, j'étais en plein dans ma période Agatha Christie, donc je lisais énormément de livres d'enquête policière. Et là, elle nous propose d'écrire le début d'un roman policier. D'accord. J'ai adoré, quoi. C'était génial. Je me suis éclatée jusqu'à aller chercher Enfin, je me suis basée sur une ambiance anglophone parce que je lisais beaucoup Agatha Christie. Et je me suis allée jusqu'à chercher des noms d'îles qui avaient des consonances anglaises pour les prénoms de mes personnages. Enfin, j'avais vraiment hyper travaillé. Fouillé le truc dans les détails. Et avec ma meilleure amie de l'époque, donc c'était une amie avec laquelle je suis toujours très amie. Et à l'époque, on se faisait par exemple des soirées où on lisait chacune un livre et dans la nuit, on se l'échangeait. Hein, donc c'est pour dire le niveau de sociabilisation qu'on avait l'une et l'autre. En soi, vous étiez sociables entre vous. C'est ça. Et donc, toutes les deux, on a beaucoup travaillé ensemble et on s'est relus, corrigé, tout ça. Enfin bref, on a fait un boulot de fou. C'est chouette, vous êtes du coup mutuellement soutenus, évolués. Et puis on avait vraiment adoré ce sujet. Sauf que la prof qui ne nous aimait pas nous a accusés de plagiat. Mais non. Mais si. Mais pourquoi? Parce qu'elle trouvait que c'était trop bien écrit et que ça ne pouvait pas être l'œuvre d'élèves de 5e. Oh, voilà. Mais non. Quelle injustice. Oui, c'est ça, l'injustice, c'est exactement le mot. Et à un moment, cette prof m'a dit « Si c'est vous qui avez écrit ce livre, vous n'avez qu'à devenir auteur. » Bon. Et du coup, toi, t'as dit. Je crois que je l'ai prise au mot. Est-ce que tu l'as retrouvée depuis cette prof de français? Je ne l'ai pas l'avoir aujourd'hui. Je ne l'ai pas retrouvée, mais j'avoue que ça m'a quand même pas mal titillée quand j'ai sorti mon premier livre. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si elle a encore envie, cette dame, je ne sais pas du tout, mais voilà. Donc, voilà, maintenant je suis autrice, Voilà, et toc. Et toc. Exactement. Donc, je pense que ça m'a vraiment bien joué. Et après, j'ai écrit des fanfictions de Anne McCaffrey dans le monde de Pern. Okay. Donc, je faisais partie d'un groupe... c'était pas un forum à l'époque, ça n'existait pas les forums. Mais c'était une lettre de diffusion où on se recevait... je sais plus comment ça s'appelait, les lettres... Enfin bref, on recevait... Un peu comme le courrier des lecteurs qu'il y avait dans les magazines pour enfants, un truc comme ça, non? Non, c'était quand même sur Internet.
D'accord. Attention. Ah oui. Bon, sauf qu'à l'époque, pour recevoir un mail, il fallait s'accrocher, ça faisait... Et puis après, on attendait pendant quelques minutes, voire dizaines de minutes pour que le mail arrive. Ah oui, c'est vrai que c'était pas la fibre d'aujourd'hui. C'était pas, voilà, c'était l'époque des modems, voilà. Les fameux. Et en fait, donc je faisais partie à une lettre où c'est un groupe de lettres en fait. On recevait tous les lettres, les mails. C'est une mailing list, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, une mailing list. Et donc c'était un groupe super sympa. J'étais la plus jeune de ce groupe-là à l'époque, parce que j'étais toute jeune ado. Et donc on a décidé de créer une fanfic autour de Pern. On a eu l'autorisation de Anne McCaffrey ou ceux qui s'occupaient d'elle en tout cas. Génial. Et donc on a eu le droit de baser nos écritures sur une île de Pern qui s'appelait Yern, si mes souvenirs sont bons. Où on avait le droit de faire vivre nos personnages comme on voulait sur cette île-là. Oh super. Et donc j'ai écrit là-dedans. Tu t'es éclatée. Je me suis éclatée, carrément. Et puis après j'ai commencé un roman sur l'histoire d'un cheval-garou, mais j'ai très vite arrêté. Un cheval-garou, pourquoi pas. Et puis c'est quand j'étais en seconde que j'ai eu l'idée de mon premier roman de fantasy. J'allais au collège, au lycée du coup, à pied, et il faisait froid, il y avait du vent et tout, et j'ai eu une image qui m'est apparue ce matin-là. Et autour de cette image, elle m'a hantée cette image, vraiment. Toute la journée, je l'avais dans la tête. Tu pensais. J'y pensais, c'était très fort, et puis vraiment une ambiance hyper chargée autour. Et puis le soir, j'étais en cours de SES, et je détestais les sciences économiques et sociales, mais vraiment cordialement. Je m'ennuyais donc à mourir. Et en fait, j'ai commencé à poser les bases de mon univers. Et puis après je me suis mise à écrire en fait. J'ai écrit pendant 2 ans sur ce livre-là. Et puis c'est comme ça qu'est née Balade avec les astres dans sa première version. D'accord. Voilà. Et puis première naissance de ta première plume finalement. C'est ça, ouais. Et un soir j'ai commencé à imprimer mon bazar qui était quand même assez gros, parce que Balade avec les astres c'est quand même un gros roman. Et donc c'était avec les imprimantes de l'époque, là, celle qui faisait... C'était vraiment monstrueux. Donc t'attendais 1 heure pour avoir 2 pages. C'est ça, donc là autant dire que en A4 ça faisait quand même 200 et des bonnes brouettes de pages. Ah oui, c'est quand même pas mal, ouais, dis donc. C'est un bon roman, il fait 611 pages je crois à l'heure actuelle. Ouais. Et donc voilà, et puis je suis descendue avec mon gros paquet de feuilles et j'ai dit à ma maman: tiens maman, j'ai écrit un roman, tu peux bien le lire. Et donc elle est tombée de haut parce qu'elle savait pas du tout. C'est vrai. En fait elle croyait que je jouais à Civilisation quand j'étais sur l'ordinateur. Et en fait pas du tout, t'étais en train des fois quand même, j'ai joué aussi à Civilisation. Avoir quelques pauses quand même, pour reposer un peu les neurones. Ouais. Mais du coup j'avais écrit un roman et elle a été super étonnée, et puis surtout quand elle l'a lu en fait, parce qu'elle a trouvé que c'était un univers qui était quand même déjà bien riche et bien fouillé. Et puis elle l'a lu, elle l'a un peu corrigé au niveau orthographique, on a fait les corrections, et puis ça en est resté là en fait. D'accord. Et là-dessus, j'ai commencé à écrire le deuxième, donc La Vengeance sans nom, que j'ai terminé d'écrire quand j'étais après mon bac, quand j'étais du coup quelques années après ce premier. Et puis ça en est resté là aussi. Je l'ai fait lire à non, ma mère l'a pas lu à cette époque-là, non, personne l'a lu en fait, juste toi, juste moi. C'est resté là. Et puis comment ça s'est passé quelques temps après, j'ai dû faire lire Balade avec les astres à ma sœur aussi. D'ailleurs, si mon frère m'écoute, je me souviens très bien de quand il est venu voir ma sœur et qu'il lui a dit: alors, c'est chiant? C'est vrai. Alors, est-ce que c'est chiant? Tu lui as posé la question à ton frère finalement? Finalement, je sais pas. T'as jamais eu la réponse? Non, j'ai pas eu la réponse. Mais voilà la question que mon frère a posée à ma sœur quand elle était en train de me lire. Alors, c'est chiant? Eh ben, on espère avoir la réponse un jour quand même. Donc voilà. Merci mon frère. Et puis, en fait, oui, ça en était resté là aussi. Et c'est quand j'étais à Tours. D'accord. Du coup, j'étudiais l'orthophonie et les sciences du langage. Et à ce moment-là, il commençait à y avoir les premières maisons d'édition qui commençaient à accepter par courriel, en fait, les manuscrits. Oui. Et donc, il y avait les éditions qui s'appelaient la 5e saison à l'époque. Alors, je crois que maintenant, ça doit être 1000 saisons qu'elle s'appelle, mais à l'époque, ça s'appelait la 5e saison.
Et du coup, je me suis dit, bon, après tout, qui ne tente rien, n'a rien, je vais l'envoyer. Et donc, je l'ai envoyé. J'ai fini par oublier que je l'avais envoyé parce que je ne sais même pas combien de temps après j'ai eu une réponse. Mais le jour où j'ai eu un mail, je ne me souvenais même plus que j'avais envoyé mon message. Suffisamment de temps pour que tu passes à autre chose. Et du coup, j'écrivais plus du tout parce que deux cursus universitaires en même temps, c'était un petit peu too much quand même. Faut avouer, du coup, j'écrivais plus. Temps, Et un jour, j'ai reçu un mail qui me disait, bah voilà, on a lu Balade avec les astres. Honnêtement, on a trouvé ça vraiment intéressant. Il y a 2 petits points de psychologie qui nous ont surpris. Et puis, malheureusement, on ne se sent pas de le publier parce qu'il y a une trop grande différence dans l'écriture du début par rapport à la fin. D'accord, oui, parce que du coup, tu l'avais écrit sur plusieurs années. Et du coup, ma plume, elle s'était affinée quand même au fur et à mesure. Hein, bien sûr, on évolue, donc c'est normal. Et comme c'était un gros livre et que j'étais jeune, je pense que ça se sentait quand même pas mal à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, bah ok, et puis je suis passée à autre chose et j'ai continué à ne plus écrire puisque j'arrivais pas déjà à tout gérer dans ma vie. D'accord, et c'est là que tes pas t'ont mené vers l'auto-édition. Et c'est quelques années plus tard que les pas m'ont mené vers l'auto-édition, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à m'ennuyer, en fait, parce que quand on passe de cursus universitaire plus tout le reste à juste un boulot, je m'ennuyais. T'avais, du coup, un rythme un peu plus chill. Voilà, c'est ça. Et là, ma maman m'a dit, mais regarde, moi, j'ai un blog, pourquoi tu ferais pas un blog pour publier Balade avec les astres ? Je me suis dit, mais c'est une super idée, je vais le publier chapitre par chapitre, enfin morceau par morceau, et je vais en profiter pour le retravailler morceau par morceau. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et en fait, j'avais une bonne petite communauté à cette époque-là qui me lisait fidèlement et tout, et c'est eux qui m'ont dit, mais faut le publier, on veut l'avoir en papier, machin. Ils t'ont motivé. Ils m'ont motivé. Et là, en fait, s'est posé la question de édition classique ou auto-édition. Tu avais déjà, du coup, entendu parler de l'auto-édition à ce moment-là ? C'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler. Comment t'en as entendu parler ? Tu te souviens ou pas ? Alors, je pense... Parce que c'était... En fait, aujourd'hui, ça commence à être assez démocratisé. Oui. Mais, moi, déjà, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à mettre le nez dedans, c'était encore très timide. Oui. Du coup, toi, qui étais encore quelques années en arrière, ça devait être pas très bien répandu. Pas connu du tout. Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, je sais que j'avais un ami de théâtre qui avait auto-publié un de ses livres. D'accord. Mais avec un éditeur... pas avec un éditeur, mais avec un imprimeur local, quelque chose comme ça. C'était il y a assez longtemps. J'avais pas une bonne image de l'auto-édition, comme tout le monde, je pense. Oui. Pour moi, c'était ceux qui avaient raté... c'est la fameuse première image. C'est ça, qui était dans l'auto-édition. Mais en fait, j'ai lu plein de témoignages et j'ai lu beaucoup de témoignages d'auteurs qui étaient déçus de comment ça s'était passé pour eux, l'édition, en fait. Édition classique, du coup. Édition classique. D'accord. Du coup, comment j'ai fait exactement ? Si mes souvenirs sont bons, j'ai quand même dû l'envoyer genre à Atlante ou quelque chose comme ça. Et puis, au bout d'un mois, j'en avais marre. Les retours que j'avais lus de l'édition classique m'ont un peu fait peur, je crois. Et je me suis dit que j'allais tenter l'auto-édition. Ah si, oui, il y a... comment elle s'appelle Il y a quelqu'un que je connais qui était passé par Edilivre. D'accord. Donc, faut pas passer par Edilivre, le faites pas. Mais du coup, pour moi, ça a été une entrée. Pour moi, c'était de l'auto-édition. D'accord. Et après, quand je me suis penchée sur les contrats, j'ai trouvé que ça puait un peu. C'est là que tu t'es dit, ouais, il y a anguille sous roche. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je suis passée par The Book Edition à l'époque. D'accord. Qui est un imprimeur, en fait. The Book Edition, c'est juste un imprimeur. Complètement. Et du coup, voilà. Donc, en voulant fuir Edilivre, t'as trouvé The Book Edition et tu t'es dit, c'est l'auto-édition et je vais tenter l'expérience. Ok, super. Et je me suis dit, il y en a qui se payent leur sortie de sport chez machin ou qui se payent un voyage et moi je vais me payer une correctrice. Donc, vu la longueur de Balade avec les astres, la somme était assez ronde. Mais t'as quand même eu en fait le réflexe de te dire je vais quand même payer un professionnel pour corriger mon texte. Oui, sachant qu'on l'avait déjà corrigé avec ma maman qui est un petit peu comme Marnazi sur les bords, maman si tu m'écoutes, n'est-ce pas? Mais du coup c'est un très bon réflexe en fait finalement. Ah, j'aurais jamais pu... Vas-y, termine. J'aurais jamais pu publier un livre sans l'avoir corrigé par une Parce que en fait si je réagis comme ça c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs qui vont s'auto-éditer sans se dire
qu'il faut absolument corriger. Enfin, ils vont faire eux-mêmes une correction, ils vont demander à leurs copains, à leurs copines, à maman, tati, ce que tu veux. Mais c'est tout. Et du coup, il reste de nombreuses coquilles. Et c'est ce qui participe. Vraiment pas. Voilà, et c'est ce qui participe encore aujourd'hui au cliché dur de l'auto-édition qui est, de toute façon, c'est pas professionnel, etc. Exactement. Alors, sachant que moi, eu un très bon réflexe. Je suis pas très bonne en orthographe à la base. J'ai eu 0 en dictée jusqu'à la fin où on a pu dicter. Donc, c'est ce qui t'a fait que tu t'es dit. Je suis devenue bonne par la force des choses parce que j'ai passé j'ai passé mon concours d'orthophoniste et c'est basé sur l'orthographe. Donc, j'ai passé 1 an à bûcher dans le Robert. T'avais le nez vraiment dedans. L'échelle. Donc j'ai développé des aptitudes en orthographe correcte, sachant qu'à la base je suis très mauvaise. C'est pas de nature, c'est vraiment pas de nature. C'est pas par passion non plus. Non, mais ma maman est très bonne en orthographe et très rigoureuse sur l'orthographe. Donc elle l'avait relu plusieurs fois, on l'a retravaillé de nombreuses fois ensemble ce texte à cette époque-là. Et j'ai été impressionnée du nombre de coquilles que la professionnelle a repérées. C'est vrai. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai fait appel à elle, parce que ça ne suffit pas, c'est un métier d'être correcteur, vraiment. Complètement. C'est pas la même lecture. Et c'est pas un bonus que d'avoir une correction professionnelle. Pour moi, c'est obligatoire. C'est vraiment nécessaire. Et vraiment, votre ami, votre prof de français qui est fort en orthographe, ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. C'est... Ah oui, non. Ou alors, il faut l'assumer. Oui. Ou alors il faut l'assumer, mais ça peut faire très mal aussi au niveau des ventes, au niveau de la crédibilité, au niveau de la réputation. Enfin, ça peut... Et sachant que même avec une correctrice professionnelle, il reste des coquilles parce que c'est des humains. Tout à fait. Donc il reste des coquilles dans mon livre et j'en corrige de temps en temps. Mais je veux dire, voilà, je vois des coquilles aussi quand je lis chez la Poche, alors que Poche, c'est passer d'abord en grand format et après en petit format. Donc, bon. Complètement. Moi, c'est pareil, en lisant des Gallimard, qui est quand même une grande maison d'édition, j'ai déjà vu repérer aussi des coquilles, que ce soit grammaire ou des lettres en double ou des lettres qui manquent. Complètement. Ah ouais. Ça arrive. Les correcteurs sont des humains et ils sont pas infaillibles et voilà. Complètement. Mais en plus, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer dès la première expérience une super correctrice. Génial. Ouais. C'est chouette ça. Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commandé un livre de recettes de Mel Pigut. Je ne sais pas si vous connaissez Mel Pigut, mais elle propose des recettes végétaliennes qui sont vraiment chouettes. Et elle avait sorti un spécial sans gluten, et comme malheureusement, je ne peux pas manger de gluten... Et ben du coup je l'avais acheté et en fait elle faisait la pub de sa correctrice qui était donc Françoise de Gênes. D'accord. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Je me suis dit bah tiens, je vais faire appel à cette personne-là. J'ai pas du tout fait jouer la concurrence ni quoi que ce soit parce que j'ai voulu y aller à la confiance en fait. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que Françoise elle est super. Je suis toujours avec elle, j'ai pas changé de correctrice. C'est vrai, depuis tout ce temps, c'est génial du coup parce qu'en plus elle t'a vu depuis le début, t'as vu évoluer, grandir. Et puis on a même eu la chance de se rencontrer IRL sur un salon. Enfin vraiment c'est une chouette personne, je la conseille à tous ceux qui cherchent une correctrice, elle est top. Sans coquille. Françoise. Super, donc les premiers pas dans l'auto-édition voilà. Avec ce premier livre. Ouais. Après, pour la couverture, donc j'ai sorti mon livre en trilogie parce que sur The Book Edition, ça faisait vraiment cher le livre si je le sortais en un seul tome à l'époque. Les prix ont baissé quand même depuis. Ouais. Ça faisait un très gros pavé et ça faisait pour un livre d'une auteure complètement inconnue, ça faisait vraiment un prix qui était rédhibitoire. Il aurait fallu que je mette quelque chose comme 25 €, ça me paraissait impossible pour un premier de vendre livre, pour un c'était premier peut-être livre à ce compliqué. prix-là. Donc j'ai fait 3 volumes plus petits, à un tarif ils étaient à 14 €, donc voilà, ça fait plus un tarif raisonnable. pour un tarif un peu découverte. C'est ça, exactement. Et puis la couverture, donc je l'ai faite avec mes maigres talents sur Photoshop en payant des photos. Je ne sais plus quelle banque d'images j'ai acheté des photos. Et puis j'ai été conseillée par une amie à moi qui est graphiste et qui m'a aidée un petit peu. Alors l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai fait appel à cette amie qui est graphiste dans la pub. Et ce ne sont pas du tout les mêmes codes en fait dans la pub et dans la littérature. Donc elle m'a donné des codes de pub, mais pas des codes de littérature. Et voilà, ça c'est une erreur que j'ai faite. Donc sachez-le, si vous avez des amis dans la pub, ce n'est pas le même domaine. Ce n'est pas le même domaine, les codes ne sont pas les mêmes. Après, elles n'étaient pas dégueu mes couvertures, mais elles auraient pu être mieux. Voilà. Puis
puis voilà, puis j'ai fait mon premier salon du livre. J'ai fait ma première dédicace d'abord. D'accord. Avant le salon du livre. Et après, premier salon du livre. Ouais. Alors ma première dédicace, si j'avais pu me cacher sous la table, je l'aurais fait. C'est vrai, t'avais pas mis une nappe qui traînait jusqu'à par terre? Alors c'était dans un espace culturel Leclerc, dans le nord du département de la Manche, à côté de Cherbourg. Donc j'étais rentrée là-dedans parce que j'ai un ami qui bossait dans cette librairie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas combien de livres c'était ta première. Et puis les gens ils me regardaient comme si j'étais quelqu'un d'effrayant, mais moi j'avais encore plus peur d'eux. Oh non. Et c'était horrible. J'ai pas osé dire autre chose que bonjour du bout des lèvres. Oui, bah oui. Donc je crois que j'ai dû vendre 2 livres. C'est mieux que 0. C'est mieux que 0. Donc voilà, c'était vraiment voilà. Mais du coup, j'ai une question. Comme tu étais partie sur un a priori qui était quand même très fort, qui était, de toute façon, l'auto-édition, c'est pour les nuls, c'est ceux qui ont raté, etc. Le fait que tu aies commencé à te publier, à t'auto-publier, à faire un premier salon, une première dédicace, ça a commencé à changer alors, cette vision-là? Ça avait changé avant que je fasse ce choix-là, en fait. C'est vraiment l'idée que j'avais avant de lire les témoignes de gens qui étaient donc déçus c'était finalement par l'édition très vite, classique. t'étais convaincue par ce mode d'édition. Pour moi, oui. Et puis, très très vite, j'ai vu ça comme le commerce équitable de l'édition, en fait. Parce que c'est du circuit court, c'est... Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, toujours pour moi, j'ai fait une différence entre l'auto-édition, je publie mon truc comme ça, sans l'avoir travaillé, et l'auto-édition où tu prends des professionnels pour t'accompagner, quoi. D'accord. Pour moi, c'est vraiment le côté, soit tu publies ton livre pour le plaisir, pour juste la famille, le petit cercle familial, et d'autre côté, c'est vraiment pour un plus large public. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour moi, il y a vraiment ces deux façons de s'auto-publier. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Je pense que ça devrait presque être 2 noms différents, presque. Oui, parce que finalement, c'est pas du tout les mêmes cibles et tu vas pas avoir les mêmes démarches d'un côté ou de l'autre, finalement. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à mon premier salon du livre qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient auto-publiées. C'est vrai. À ce moment-là, déjà. Après, on n'en entendait pas autant parler parce que c'était encore assez timide. Par contre, les gens parce qu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Qu'ils étaient auto-publiés. Mais voilà, c'était pas encore assumé non plus. D'ailleurs, un jour, j'ai un auteur qui m'a dit mais ça va pas du tout, faut mettre un logo, choisir un nom de maison. J'ai fait mais non, mon but c'est de promouvoir l'auto-édition, je vais pas me cacher comme si j'étais une paria. Oui, c'est ça. Et il comprenait pas, vraiment, il comprenait pas cette démarche que j'avais. Et c'est vrai, oui, je me suis pris des grosses portes parce que je suis auto-éditée, ça c'est clair. C'est vrai. Ah oui. Un jour, un salon m'a répondu. Balancez le moment. Ça nous intéresse ce que vous faites, mais on peut pas vous accepter. Recontactez-nous quand vous aurez de vrais livres. Ah, carrément. Ah oui, c'est violent. Ah oui. Ça. De vrais livres, d'accord. Oui. Je sais pas, les miens, ils devaient être en PQ. Je sais pas. Tu les as, je sais pas, traînés dans la boue. J'étais restée un petit peu bête quand même quand j'ai lu ce message. Oui, tu m'étonnes. Donc oui. Et puis il y a notamment une association d'auteurs qui m'a refusé parce que j'étais auto-publiée. Non, je me suis pris des portes à cause de ça, mais j'ai pas changé pour autant et j'ai pas caché le fait que j'étais auto-publiée. Qu'est-ce qui te plaît alors, finalement, aujourd'hui? Ce qui me plaît, c'est cette impression d'avoir le choix. La maîtrise, le contrôle, exactement. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est que je choisis les gens avec qui je travaille. Si ça se passe pas bien avec quelqu'un, je change. C'est plutôt un luxe du coup. C'est un luxe pour moi d'être en auto-édition et puis ça me permet de parler des sujets qui me tiennent à cœur de la manière dont je veux sans avoir besoin de les changer. Et c'est pour correspondre à la ligne éditoriale, blablabla. C'est ça. Il faut avouer que j'aborde des thèmes pas toujours très consensuels, surtout dans mes albums jeunesse, peut-être un peu moins en adulte, et encore que je pense que tu peux nous donner 2-3 exemples de ce que j'aborde en littérature jeunesse. Que t'appelles pas thème consensuel. Alors déjà, mon premier album jeunesse, qui date pas d'aujourd'hui, donc il y a déjà quelques années, c'était sur le véganisme des enfants. Donc autant dire que tu mettais les pieds dans le plat tout de suite, ça partait fort quand même. Surtout à l'époque, en plus, on en parlait beaucoup moins qu'actuellement. Complètement. Donc parler du véganisme d'un enfant... T'étais pas vu du coup un peu comme un ovni?
Sûrement. Ouais, c'est Héloïse Wenner qui avait fait les illustrations de cet album-là. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous êtes dans le réseau de la parentalité, elle est assez active sur Internet, donc voilà. Et oui, bah ça a pas fait un... J'ai pas fait un best-seller. Bizarrement, ça n'a pas convaincu tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi. Donc ça, c'était mon premier album jeunesse. Ouais. Après, c'était un peu moins violent. Je fais un album sur le portage. Oui. Ouais, mon deuxième album était un peu moins violent pour les gens parce que ça parlait du portage des bébés. Oui. Donc, je crois que je l'ai vu passer celui-ci. Ouais. Après, ça m'a pas empêché de mettre une scène de tétée dans un lieu public. Mm-hmm. Voilà, donc un bébé qui tète en écharpe en plein milieu d'un marché. Donc ça, bon, c'est pareil, hein, y a des gens qui apprécient pas forcément ce genre de choses. Et puis, après, j'ai fait pas mal d'albums, oui, sur des thèmes qui sont pas forcément hyper fréquents, sur l'hygiène naturelle infantile, c'est le fait de pas forcément mettre de couches à ses enfants et de repérer les moments où ils ont besoin d'éliminer. D'accord. Donc là, plus récemment, j'ai un album qui parle d'autisme sans vraiment en parler, dans le sens où c'est juste mon personnage principal qui est autiste. Mm-hmm. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de complètement pas consensuel C'est déjà pas mal. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref. Mais oui, c'est vrai que ça me permet d'aborder les choses comme je veux. Oui. Et aussi de changer d'illustrateur très fréquemment pour pas enfermer les enfants dans un seul mode visuel. D'accord, oui. Voilà, donc ça peut paraître un peu bizarre parce que on peut se dire ça se passe pas bien avec ces illustrateurs, elle en change tout le temps. Du coup, elle reste pas dans le même univers graphique. Voilà, mais en fait, mais c'est voulu. C'est voulu, ouais, c'est volontaire. Je crois que la personne avec laquelle j'ai travaillé le plus, ça doit être Chloé Aran. D'accord. C'est avec elle que j'ai dû faire le plus de livres différents en restant avec la même personne. Après, Chloé, elle a 2 styles différents en plus, donc... Ah, c'est chouette. Voilà, elle fait soit de l'aquarelle, soit elle travaille en tablette graphique, et je trouve que ses rendus sont très différents. Oui. Entre les deux. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Eh bien, moi j'aurais une autre question qui me vient. Ce serait si tu devais choisir un seul super souvenir lié à ton expérience dans l'auto-édition, lequel ce serait? Oh, mon Dieu, un seul? Un seul. Je te demande de faire un seul choix. Mais quelle horreur. Un seul souvenir. Je vais raconter un truc qui est un peu triste en même temps. Ok, vas-y, ça passe. Ouais. Bernard Simonet, c'est un auteur que j'aime énormément. Mm-hmm. Il a publié pas mal de romans d'aventure sur fond de romance et aussi des romans de fantasy. Et donc, c'est un auteur que j'aimais énormément. Notamment un de ses livres, Le Secret Interdit, qui est vraiment, je crois que c'est un des rares livres que j'ai lu 3 fois. D'accord. Et je relis très rarement les livres. C'est vrai? Ouais. Donc voilà. Et en fait. Donc là, ouais, du coup, c'était exceptionnel alors. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce livre et j'aime le personnage de l'auteur aussi. Que je trouve quelqu'un de vraiment très chouette. Il avait eu la gentillesse de m'accorder une interview quand j'avais débuté mon blog où je parlais d'auteur et tout. Et donc voilà, et un beau jour, je lis sur Twitter qu'il était en train de lire Balade avec les astres en fait. Oh, ah ouais, mais quel honneur. Ah ouais, c'était un énorme honneur. Et là où l'histoire est un peu triste, c'est qu'il est décédé le lendemain. Oh non, oh non. Mais si. T'as même pas eu du coup son retour sur ton histoire? J'ai pas eu son retour sur l'histoire. Il est décédé le lendemain. Et... Oh. Mais le lire ce tweet où il disait qu'il avait fait le choix de lire mon livre, c'était énorme. C'était quand même déjà génial. Ouais. J'espère que c'est pas mon livre qui l'a tué. Hein, mais... espérons. Écoute, est-ce que tu as perdu des lecteurs après avoir publié ce livre? Non, je ne crois pas. Donc ça, il faut avouer que ça a été une très très jolie expérience. Enfin, puis j'en aurais plein d'autres, mais c'est pareil qu'il fallait se limiter à un. Alors... Oui, complètement. Sinon, on pourrait passer la nuit à raconter plein de choses. Carrément. Faut garder un peu de mystère aussi. Oui. Et là, du coup, ton pire souvenir. Mon pire souvenir. Le pire. Bon, tu nous as déjà lâché un petit bout tout à l'heure. Venez écrire de vrais livres, mais... C'était pas mal, ça. Ouais, voilà. Et si tu veux en prendre un autre qui t'a marqué... Alors, mon pire souvenir, ça a été une dédicace en librairie indépendante. Donc, moi, je suis partie pleine de bonnes intentions pour les libraires. Vraiment, parce que j'adorais mes libraires, chez qui j'allais et tout. Et donc, je voulais faire travailler les libraires. Donc, j'ai commencé à démarcher les librairies. D'accord. Et en fait, je suis tombée vraiment de haut parce que j'ai été très, très mal reçue parce que je suis auto-éditée. Chez la plupart, pas tous. Faut avouer qu'il y en a quelques-uns qui ont été adorables et avec lesquels ça s'est très bien passé. Mais
si on parle de statistiquement, la majorité, les libraires ne nous accueillent pas très bien en tant qu'auto-édité. Ouais. Et donc un jour, j'avais fait une dédicace dans une librairie avec une des maisons d'édition avec laquelle j'ai publié des nouvelles. D'accord. Et ça s'était bien passé, ma foi, cette séance de dédicace. On avait été super bien accueillis avec petits biscuits, champagne, enfin, je sais pas si du vrai ou du champagne, mais bref, c'était très, très sympa. Et donc, j'avais recontacté la libraire pour lui proposer de venir faire une séance de dédicace pour mes ouvrages à moi. Oui. Et ça s'est très mal passé. C'est vrai? Oh mince. Non, ça s'est vraiment très mal passé dans le sens où elle s'est montrée à la fois absolument adorable. D'accord. Et absolument méprisante, dans le sens où, à un moment, elle feuillette un de mes livres, elle me fait... en même temps, vu ce que c'est le prix, c'est normal que ça se vende pas très bien. Alors, je lui avais pas dit que ça se vendait pas très bien, mais visiblement, voilà. Donc, ok. Et puis à la fin de la journée, bon, comme elle n'avait pas fait de pub, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de visiteurs. J'en ai vendu quelques-uns, mais c'était pas la grosse folie, il faut avouer. Hein. J'avais l'habitude de vendre mieux dans d'autres circonstances. Et donc à la fin, elle me regarde avec toute la pitié du monde. Oh non. Et elle me dit non, mais tu mettras au moins la moitié des frais de route sur ma... C'est moi qui te les paierai parce que... Ah, c'est vexant quand même. C'était vraiment vexant parce que j'ai vraiment senti que c'était de la pitié pure. Oui, c'était vraiment, bon allez, vu que t'as rien gagné, de toute façon, je te fais une fleur, quoi. Voilà, c'est ça, c'était vraiment de la pitié. Et je suis repartie de cette séance de dédicace en pleurant, honnêtement, dans la voiture du retour. Tu m'étonnes. Et en plus, je sais plus quelle émission j'écoutais, ça devait être sur Culture ou Inter, je ne sais plus, mais en gros, il y avait un livre qui était lu. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, et moi ce que je fais c'est nul. Ah non, grosse remise en question du coup. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et je crois que c'est vraiment ma mon pire épisode en tant qu'autrice, c'est ça. Bah désolée de t'avoir fait revivre ça. Je voulais savoir tous les détails croustillants. C'est ça. Mais oui, ouais, c'est vrai que c'était pas une super séance celle-là. Tu m'étonnes. Heureusement que t'en as eu d'autres qui se sont bien passées. Oui, ouais. La plupart du temps, ça se passe bien. Hein. Mais c'est vrai que là... Faudrait pas faire peur aux potentiels futurs auteurs. Mais je crois que le pire, c'est qu'elle était très gentille. Oui, c'était pas un mauvais fond de sa part. Non, je crois que c'était ça le pire en fait, c'était d'inspirer de la pitié. Je crois que c'était le pire. Aïe. Voilà. Bon, et si on passe à un autre sujet peut-être un peu plus sympa, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture? Ok, bon, question suivante. Est-ce que y a des choses qui vont plus t'inspirer? Je sais pas, de la musique, un film, une série, ta famille? Vraiment tout. D'accord. Tout pour moi est source d'inspiration. En fait, j'ai une image souvent dont je parle quand les gens viennent me voir en salon et qui me disent mais comment vous trouvez ces idées ou quelque chose comme ça. C'est une question qui revient assez souvent. Oui. Comment ça se fait que vous arrivez à pondre tout ça? Et en fait, j'ai une image qui résume un petit peu l'inspiration, ce que c'est pour moi. Donc pour moi, l'inspiration, c'est un petit peu comme un jardin en permaculture. D'accord. C'est-à-dire que nous, on serait comme un sol. Et en nous, il y a déjà tout un tas de graines qui sont là de naissance parce qu'on a un tempérament particulier, etc. Donc c'est des graines qui sont là. Et puis, à chaque chose qu'on vit, il y a comme un amendement, une couche qui se pose sur notre sol et qui vient nourrir cette terre. D'accord. Et du coup, ça permet de faire éclore certaines graines d'une certaine manière. Un peu comme un hortensia va pas avoir la même couleur selon le terrain sur lequel il pousse. Oui. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça l'inspiration. Et plus on vit de choses, et ça peut être n'importe quoi, ces couches différentes. Plus ça va être nourri, et du coup, plus ça peut donner de la diversité, des idées, etc. Exactement. C'est une super belle image. Merci. Et du coup, c'est très clair. Du coup, tout peut t'inspirer. Tu peux vraiment partir d'une musique, d'une balade, d'un souvenir. Un mot, une odeur, un son. Bah, c'est super, parce que du coup, tu peux n'importe quand trouver des idées pour tes futurs écrits. C'est ça. Le souci, après, c'est d'avoir le temps. Les idées, c'est vraiment pas un problème. Si un ingénieur passe par là, il faudrait inventer la machine à voyager dans le temps. Exactement. Hermione, elle me... Voilà. Je trouve ça dégoûtant que ce soit elle qui l'ait, quoi. Complètement. Il est temps à faire avec un retourneur de temps. C'est ça. C'est vrai. Ouais. J'aurais jamais le temps d'écrire tous les projets que j'ai dans la tête, c'est clair. Il faudrait plus d'une vie. À moins de trouver la pierre philosophale entre-temps, mais... Donc il nous faut un retourneur de temps et une pierre philosophale, c'est ça? Au moins ça, ouais.
Et là, on est bien sur une bonne carrière de vie d'écrivain. Pas mal. Et pour finir, sauf si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas à m'interrompre, à me dire. Mais pour finir, je voulais te demander si un auteur qui ne s'est pas encore lancé dans l'auto-édition vient te demander conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, je le conseille de se lancer, en fait. Vraiment, parce que... En fait, on risque rien, si ce n'est d'avoir des remarques désagréables. Et c'est vrai que c'est super dur. Ça fait mal à l'ego quand même. Ça fait mal. Ce qui fait le plus mal, je trouve, c'est d'être pas bien compris dans le propos qu'on veut avoir. Et ça, moi, j'ai trouvé ça difficile, notamment... j'ai un de mes romans, Le Sablier des Cendres, qui est assez violent. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas compris comme moi, je l'ai écrit. Et c'est assez difficile dans le sens où, souvent, c'est des gens qui, finalement, pensent... qui ont les mêmes idées un peu derrière que moi. Et qui l'ont compris complètement à l'envers de ce que moi, j'avais voulu mettre en avant. Donc ça, c'est très dur, mais c'est le seul risque que vous ayez, c'est ça. Et puis, on peut vraiment s'auto-éditer sans avoir un budget énorme. Pour moi, l'incontournable, c'est la correction. Oui, et la couverture. C'est vraiment la nécessité première. Ouais, et la couverture aussi, franchement. Oui. Après, selon le type de roman qu'on publie, il n'y a pas besoin d'énormes. Enfin, je veux dire, moi, quand je me suis lancée en fantasy, il faut quand même avoir une belle couverture en fantasy. Oui, parce que ça a tendance à être des univers qui vont être... attirants, qui vont avoir du charme, ça doit attirer l'œil en fait. On peut pas se contenter d'une couverture blanche et d'un titre en fantasy, c'est pas possible. Il y a pour des un codes, recueil de poésie, ça pourrait fonctionner, mais pour la fantasy en effet, c'est différent. Et après, en dehors de ça, honnêtement, il y a vraiment moyen de faire une très belle couverture avec pas très cher, parce qu'on achète une image, si on fait du contemporain, c'est pas énorme. Pour moi, le gros budget sur lequel on peut pas passer, c'est vraiment la correction. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas de gros risques financiers grâce à tous les systèmes qui existent maintenant pour s'auto-publier, en fait. Oui, c'est vrai. Avec l'impression à la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est énorme. L'offre, elle est très diversifiée. Autant il y a quelques années, c'était où est-ce que je peux le faire? Autant aujourd'hui, c'est où est-ce que je peux le faire? Mais dans le sens où, qu'est-ce que je choisis, en fait? Parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de possibilités. C'est ça. Et c'est ça qui est chouette. Je trouve ça chouette. En plus, ça se démocratise vachement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc... Au niveau financier, il y a vraiment moyen. Pour tous les budgets, tous les moyens. Pour moi, la seule conseil que je peux donner, c'est de se lancer. Et le seul risque qu'il y a, c'est d'avoir des fois un peu mal de certains retours. Donc il faut s'armer un peu quand même, il faut se blinder un petit peu. Un petit peu quand même, parce que c'est quand même un peu difficile parfois d'avoir des retours. Mine de rien, on y met beaucoup de notre temps. Oui, et puis on y met du cœur aussi, j'imagine. On passe des heures à écrire, à coucher ses idées. C'est ça. Mais je pense qu'un boulanger qui tombe sur Google Advice et qui voit que son pain est pourri, il va avoir le même... Oui. Il va avoir c'est une forme de production. Il va avoir le même pincement au cœur. Donc voilà, c'est pas le seul métier où on s'expose à la critique. Mais voilà, mis à part ça, franchement, foncez. Il n'y a pas de risque. Et en plus, il y a plein de super découvertes à faire. C'est vrai. Et puis, on peut faire de l'auto-édition sans forcément être en dédicace tous les week-ends. On peut juste le faire un peu en dilettante. On n'est pas obligé non plus de le faire en mode acharné. À 100%. C'est ça. Complètement. Donc pour moi, le seul conseil, c'est de se lancer et puis d'être soi-même dans ce qu'on fait. De faire ce qui nous plaît. Voilà. Super conseil. C'est assez consensuel. Mais c'est génial. Si ça peut donner des élans de motivation, c'est top. J'aurais quand même une toute dernière question. Quand même. Mais si j'ai dit pour finir tout à l'heure, mais j'ai quand même une toute dernière question à te poser. C'est une question 2 en 1, donc je triche un petit peu. C'est qu'est-ce que tu dirais à la Jeanne d'il y a 10 ans ou 5 ans? Ça dépend comment tu te situes dans ton histoire d'écriture. Et qu'est-ce que tu dirais à la Jeanne ou comment tu imagines la Jeanne dans 5 et 10 ans? Alors, je me baserais plutôt sur la Jeanne d'il y a 20 ans, du coup. Celle qui a écrit Balade avec les astres. Super, donc qu'est-ce que tu dirais à la Jeanne Célène d'il y a 20 ans? Je lui dirais, attends pas 15 ans pour publier ton livre. Bouge-toi les fesses. C'est ça. Quel temps de perdu. Mais quel temps de perdu. Mais oui. Mais t'avais aussi une vie très occupée. T'avais un double cursus universitaire. En fait, je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était le métier que je voulais faire. D'accord. Mais c'était pas un métier dans ma tête parce qu'on m'avait toujours fait comprendre que c'était pas un métier. Oui.
Ça aussi, c'est encore un cliché dur à casser. Et malheureusement, je trouve... Enfin, quelque part, malheureusement, oui et non, parce que tout ce que j'ai appris dans mes études me sert... Tout ça, ça m'a sert énormément à l'heure actuelle en tant qu'autrice. Que ce soit mes études d'orthophonie, le fait que j'ai été orthophoniste, ça me sert énormément. Mes études de psycho et de sciences du langage me servent énormément. Donc, je peux pas regretter d'avoir fait ça. Non, bien sûr. Mais par contre, je regrette de pas avoir été autrice dès le début, en fait. Je sais pas pourquoi, après que ma mère a lu mon livre, on en est resté là. Ouais, c'est vraiment, tu l'as mis au fond d'un tiroir et hop, t'es passé à autre chose, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été vraiment bien que je le publie, ou que j'essaye au moins de le faire publier. Vraiment. Je pense que ça m'aurait appris des choses et un travail éditorial m'aurait fait avancer plus vite sur mon travail d'écriture, et parce que c'est important le travail éditorial, hein, c'est pas parce qu'on s'auto-publie qu'on fait pas ça. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est un prérequis à bien retenir. Ouais, voilà. Donc voilà ce que je dirais à la Jeanne d'il y a 20 ans. Et puis à la Jeanne de dans 20 ans. Oui, tu peux mettre la durée que tu veux. À la Jeanne du futur, et tu me dis la durée. À la Jeanne de dans 20 ans. Ok. Profite, les enfants sont grands. Voilà. C'est un message clair et concis. Donc on s'attend dans plusieurs années à avoir beaucoup plus de livres, d'albums. D'avoir une explosion de sorties de la part de Jeanne Selem. Et je pense que... Voilà, en ce moment, je fais beaucoup d'albums jeunesse parce que c'est plus facile de travailler en fractionné sur un album jeunesse parce que mon temps étant très très limité. Oui. Voilà, je travaille plus en fractionné. Plus courte, etc. Ouais, et j'ai plus de facilité à reprendre et j'ai pas besoin d'une heure pour me replonger dans mon univers, etc. Et j'ai vraiment grand hâte de republier des romans et de réécrire des romans. Et voilà, j'ai hâte. Ne grandissez pas trop vite non plus, les enfants. Dans 20 ans, pas plus vite que dans 20 ans. Ça marche. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Non, écoute, moi je te remercie d'être venue chez moi parce que ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Je trouve que le concept est super chouette. Enfin, ça m'emballe bien. J'aime bien ton idée. Merci. C'est un grand plaisir, encore une fois, pour moi, de faire ce petit tour de littérature indépendante en France et en Belgique. En plus, je ne me cantonne pas qu'à la France. Carrément. Et ça, c'est plutôt une fierté, parce que je suis plutôt contente de ne pas toucher que des auteurs de France. Et puis, c'est un honneur de pouvoir te rencontrer déjà en vrai, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on discute, mais qu'on ne s'était pas trop vu. Oui, parce que je sais même plus quand on a eu notre premier échange, mais ça date un peu quand même. Oui. Je pense que ça doit faire il y a 12 ans, peut-être, parce que j'étais encore sous mon premier blog qui s'appelait Je sais pas lire, et c'était il y a 3 ans. Oui. Donc ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. Effectivement. Donc en fait, au final, on s'est rencontrés à mes tout débuts dans l'auto-édition aussi. Enfin, quand ma passion a commencé à se développer aussi dans l'auto-édition. Donc c'est super chouette. Et encore merci à toi, en tout cas, pour le temps grand plaisir accordé. Et puis, on se dit à très vite sur les réseaux sociaux. Oui. Eh bien, on arrête là, alors. À bientôt. Salut.